et l'assainissement, que ce soit l'adduction ou le traitement de l'eau, est un sujet particulier. Et on s'est dit qu'on essaierait de faire quelque chose qui correspond avec le sujet, un des sujets principaux du salon Polytech. Et l'autre choix, c'était aussi, vous le verrez dans la conclusion, juste pour éclairer les maîtres d'ouvrage sur des techniques que l'on voit aujourd'hui apparaître, se développer pour plein de bonnes raisons, mais qui finalement se révèlent être aussi une très mauvaise idée en matière d'amiante. Alors tout d'abord, un petit rappel, en matière d'amiante, forcément la réglementation est assez complexe et on va la retrouver dans le Code du travail, le Code de l'environnement, le Code du logement, le Code des transports. Petit rappel qui est fait là à l'intention des maîtres d'ouvrage, c'est que le risque amiante est traité dans le cadre du travail dans l'élément agent chimique et en fait est une sous-classe, sous-section des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce qui veut dire que tous les éléments qui traitent du mutagène et reprotoxique s'appliquent aussi en matière d'amiante. Et donc on a le décret du 4 mai 2012 qui va organiser toute la prévention de ce risque, qui s'établit en 4 sections. La section 1 qui est la définition, la sous-section 2 qui est toutes les mesures communes, et c'est là où souvent les maîtres d'ouvrage confondent et oublient, c'est que toutes les mesures qu'on soit dans les travaux de retrait ou dans les travaux de réhabilitation ou d'entretien ou à proximité de matériaux amiantes s'appliquent. Et c'est dans cette sous-section 2 qu'on a on va dire en grande partie les mesures de prévention qu'on va chercher nous à mettre en œuvre sur les opérations afin de préserver la santé de tous. Donc petit rappel. Donc la première chose lorsqu'on va faire de la réhabilitation de réseau, c'est de se poser la question, c'est est-ce que je suis en présence d'amiante ou pas? Et là pour le coup, on va parler d'une manière générale de repérage, et ce repérage-là est à la charge du donneur d'ordre. Alors le donneur d'ordre dans son grand ensemble, c'est-à-dire soit le maître d'ouvrage lorsqu'on est dans des chantiers clos indépendants où on va se rapprocher de la coordination SPS, soit entreprise dans le cadre de plans de prévention dite entreprise utilisatrice, ou le donneur d'ordre lorsque l'entreprise va réaliser les travaux par ses propres personnel. Donc ça a été codifié dans le Code du travail, dans l'article R4412-97, donc qui rappelle qu'il y a une obligation à la charge du donneur d'ordre. Donc c'est bien au donneur d'ordre de permettre de donner l'information s'il y a ou pas amiante, et de permettre aux entreprises du coup de faire leur bonne évaluation. Alors, on a une obligation qui est actuellement en pleine évolution, mais qui a été retardée, puisque on a la loi travail d'août 2016 qui avait imposé une recherche exhaustive de la présence d'amiante et un repérage avant travaux, qui va être décliné dans les 6 centres d'activité. Donc on a eu un report récemment du décret d'application du 9 mai 2017 qui devrait a priori devrait s'appliquer en mars 2019 et c'est soumis à 6 arrêtés d'application. Donc dans l'attente de ce report, en matière de réseau, l'évaluation peut se faire à partir de tout document équivalent, comme un plan de raccolement de réseau ou comme un dossier des ouvrages exécutés. Et dans la négative, le maître d'ouvrage devra faire un repérage exhaustif. Alors, donc le maître d'ouvrage doit rechercher l'ensemble des matériaux concernés. Donc classiquement, en matière de réhabilitation de réseau, est-ce que son réseau est concerné ou pas par la présence d'amiante? Donc canalisation, fibrociment essentiellement, ou potentiellement quelques revêtements sur des conduites. Mais il doit aussi faire le repérage sur tous les matériaux, tous les éléments qui vont être potentiellement touchés dans le cadre de ces travaux. Et donc l'usage, le premier matériau concerné va souvent être l'enrobé. Est-ce que lui contient ou pas de l'amiante? Et a priori, aujourd'hui, les repérages sont bien meilleurs qu'il y a peu de temps. Mais dans certains secteurs, le travail est encore grand. Alors, l'importance de ce repérage, tout d'abord, c'est aussi de définir correctement le cadre juridique de l'opération. Et ça aussi, ça dépend du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre. Donc, est-ce qu'on va se retrouver en sous-section 3, en sous-section 4, ou clairement on est hors champ, c'est-à-dire qu'on n'est pas concerné par les risques amiantes? Parce qu'en fonction de du cadre juridique de l'opération, on va devoir avoir des typologies d'entreprises différentes, donc entreprises certifiées ou pas. Ensuite, ces entreprises-là ont du personnel qui dispose de formations différentes. Je ne vous rentre pas dans le détail, mais à titre d'exemple, pour les entreprises qui font du retrait, l'encadrement technique a 10 jours de formation. Et puis pour un opérateur qui intervient que dans le cadre de la maintenance ou l'entretien, il n'a que 2 jours de formation avec un recyclage d'une journée au bout de 3 ans. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est les délais de l'opération, puisque si le maître d'ouvrage se trompe de classification, il risque de se tromper aussi dans l'organisation de son chantier. Et en matière d'amiante, on a un certain nombre de documents réglementaires nécessaires pour l'évaluation des risques qui vont être transmis aux différents organismes. Et en matière d'amiante, le plan de retrait, par exemple en retrait, le document qui s'appelle plan de retrait doit être envoyé 1 mois avant les organismes. Et donc si on est passé par une entreprise qui n'était pas certifiée, si on est rattrapé entre guillemets par la patrouille, l'opération prend déjà au moins un minimum 1 mois.
si c'est pas plus, puisqu'il faudra refaire une consultation pour avoir une entreprise certifiée. Donc on a des grands enjeux à la conception de bien définir le cadre de l'opération. Alors, pour cela, la Direction Générale du Travail nous a aidés puisqu'elle a établi deux logigrammes, notamment un logigramme qui va concerner les réseaux. Donc c'est le logigramme des immeubles bâtis par nature ou par destination. Donc ce logigramme permet, en fonction d'une suite logique, de définir si on se retrouve en sous-section 4, en sous-section 3 ou si potentiellement en hors-champ. Alors ces logigrammes ont aussi un complément. Parce que malgré les logigrammes, c'est pas toujours simple, donc il y a eu des explications qui ont été données. Et j'attire votre attention en matière de réseau, puisque c'est clairement signalé, canalisation d'amiante ciment. On vous propose des situations, on va vous dire si je remplace complètement le réseau, en enlevant le réseau, je relève de la sous-section 3. Si je fais qu'une opération de maintenance ou un nouveau piquage, je serai en SS4. Et dans ce logigramme, on vous parle que potentiellement, on peut créer un nouveau réseau, mais qu'on va laisser en place l'ancien réseau. Et ça, en faisant donc un abandon. Et là, c'est une petite coquille quand même qui a été laissée par la DGT, puisque finalement, si on abandonne le réseau, ça devient un déchet. Et le Sénat s'était prononcé il y a quelques années. Le déchet, le maître d'ouvrage reste responsable du déchet et doit normalement le traiter correctement et l'éliminer dans les bonnes filières adaptées. Donc ça, c'est l'article 541-1 du Code de l'environnement. Et du coup, ça va continuer à engager la responsabilité du maître d'ouvrage, donc de l'ancien exploitant, donc soit le syndicat d'assainissement, soit le syndicat d'adduction d'eau. Donc en théorie, on ne devrait pas devoir abandonner un déchet. Abandonner un déchet, c'est interdit, mais abandonner un réseau. Donc dans le pire des cas, si le maître d'ouvrage devait passer par cette phase-là, en fait, il n'abandonne pas son déchet, il ne le met plus en charge. Et c'est-à-dire qu'à terme, dans les DICT, dans un certain nombre de documents qu'il doit remettre pour d'autres, il doit garder la présence de ce risque-là et de ce réseau-là, et à terme devoir le traiter. Ensuite, deuxième point important, c'est qu'au moment de l'élaboration du marché, le maître d'ouvrage va donc donner la nature de l'opération et la présence ou pas d'amiante, et ensuite elle va devoir évaluer les offres qui lui seront remises. Donc pour cela, alors premier point, pour évaluer le niveau de risque, le maître d'ouvrage peut se baser le donneur d'ordre peut se baser sur la base Cola amiante, donc qui permet la base Cola amiante pour ceux qui seraient néophytes, a été récemment remis à jour d'ailleurs, puisqu'on intègre maintenant, c'est plus simplement un triptyque, mais maintenant intègre les protections, les systèmes d'humidification à la source ou les systèmes d'aspiration. Donc du coup maintenant c'est un quintuplet. Une recherche par quintuplet, sous section 3 ou section 4, le type de matériaux, les techniques, burinage par exemple, découpage, est-ce qu'il y a du travail à l'humide ou pas, et captage à la source. Et du coup, ça permet d'avoir un niveau d'empoussièrement a priori, qui est donc le percentile 95, et là dans l'exemple, on se retrouve sur un niveau d'empoussièrement qui est très élevé, puisque ça va être 17 000 fibres. Donc on sera en niveau 3, et avec des durées d'intervention très courtes. Donc le maître d'ouvrage peut se repérer lorsqu'il organise son chantier ou lorsqu'il évalue les remises d'offres sur la base Cola amiante. Et on voit que grâce aujourd'hui à l'intégration des techniques de brumisation ou d'aspiration, on voit des niveaux d'empoussièrement qui peuvent varier. Dans cet exemple-là où on va avoir un cassage manuel, où on a une brumisation à la source, sur le procédé, on va se retrouver avec un niveau d'empoussièrement à 697 fibres. Et puis lorsqu'on va faire une sédimentation, là on a un brumisateur qui est mis en place sur cet exemple-là, on se retrouve à un niveau d'empoussièrement qui est plus que de 162 fibres. Donc ça permet aux maîtres d'ouvrage, aux donneurs d'ordre et voire aussi aux entreprises d'évoluer dans leur technique pour essayer d'abattre le niveau d'empoussièrement le plus bas techniquement possible et de tenir compte de l'évolution des techniques. Donc ce qui est aussi une obligation un peu générale du Code du travail dans tous les risques. Ensuite, donc pour évaluer l'offre aussi, alors à l'heure actuelle, l'OPP-BTP a identifié une campagne qui s'adresse qu'aux entreprises de sous-section 4, qui est la campagne Carto. Et dans les résultats provisoires, on a 2 rapports provisoires qui ont été donnés sur des activités qui relèvent de la réhabilitation de réseau, donc sur le démontage de canalisation en extérieur amiante ciment, et puis sur la découpe, où là on a des niveaux d'empoussièrement qui relèvent tous du niveau 1, et dans 99% des cas sont inférieurs à 5 fibres, donc permettent des mesures de prévention allégées. Donc c'est une base qui permet aussi de faire une évaluation de la qualité des interventions qui seront faites par les entreprises. Ensuite, le maître d'ouvrage peut aussi vérifier les modes opératoires ou les plans de retrait. Alors pour ça, il y a un certain nombre de documents, INRS ou OPP-BTP. Et puis il y a des documents qui sont réglementaires mais assez simplistes, qui ont été élaborés par la Direct et la CARSAT et l'OPP des Pays de Loire. Ils ont quelques critiques, mais pour des maîtres d'ouvrage néophytes, ça permet de rentrer en discussion avec les entreprises pour savoir si les techniques sont les meilleures, et celles qui retiendra leur garantiront le plus de respect de la réglementation et des bonnes pratiques. Ensuite, le maître d'ouvrage doit avoir un regard éclairé sur la gestion des déchets.
Est-ce que les déchets vont être stockés de manière provisoire dans l'entreprise? Alors quand on est en plan de retrait, c'est plus simple puisqu'on peut avoir un stockage provisoire sans faire de déclaration ICPE. Mais par contre, lorsqu'on est en intervention de maintenance ou d'entretien, les déchets, est-ce qu'ils vont être éliminés au fur et à mesure sur des centres de tiers, ou est-ce que l'entreprise va les ramener chez eux et du coup elle devra avoir une déclaration au titre de l'ICPE 2718 déclarée. L'entreprise qui intervient, elle va mettre des EPI, donc il est aussi de bonne pratique, enfin en tout cas un bon réflexe du maître d'ouvrage de s'assurer qu'il y a des certificats d'acceptation préalable en amont pour éviter ce genre de situation. Donc la photo de gauche, vous voyez un stockage de déchets, donc c'est l'entreprise qui a un contrat cadre avec un syndicat d'eau, et clairement les déchets sont indûment stockés et pour le coup engage la responsabilité du maître d'ouvrage sur la gestion temporaire de ces déchets-là. Et puis sur la photo de droite, là vous avez des bonnes pratiques où aujourd'hui on a des entreprises qui ont en capacité de mettre des choses étanches. Je me dépêche. Alors, les travaux dits sans trancher. Alors, vous comprenez qu'à l'heure actuelle, pour tenir compte des contraintes urbaines, pour diminuer les coûts, on a toute une série de techniques de réhabilitation de réseau dites sans trancher. Et je vais donc rapidement vous présenter le tubage par éclatement. Donc ça consiste en quoi? On introduit dans la canalisation existante un cône qui va être tracté ou tiré par un câble. Et sur ce cône est accroché la future canalisation. Et par traction, on va venir insérer la nouvelle canalisation en lieu et place de l'ancienne, mais en l'éclatant. Donc en matière d'amiante, c'est pas vraiment une bonne idée, puisqu'on va avoir la destruction de l'ancienne canalisation et qui du coup devient un déchet. Et du coup, il y a toute la réglementation déchets qui est censée quand même s'appliquer au maître d'ouvrage. Donc, il y a un problème là juridique lorsqu'on utilise ces techniques. Ensuite, on va avoir une difficulté à évaluer le volume de pollution, puisque lorsqu'on a une canalisation, on arrive à peu près à cerner la pollution à la canalisation. C'est ce qui est à peu près admis aujourd'hui. Lorsqu'on l'éclate, là, on va la mélanger de la terre. Donc, on augmente le poids et le volume. Et on va avoir aussi une difficulté à évaluer quel volume il faut enlever, là où je suis pollué, là où je suis pas pollué. Donc du coup, pour la collectivité à terme, ça va coûter plus cher. Ensuite, tant que ces travaux n'ont pas été exécutés, la dépollution des sols, toutes les interventions à proximité de cette nouvelle canalisation relèveront de la SS4, pardon. C'est-à-dire que lorsque vous allez tirer la fibre optique ou lorsqu'on va faire des raccordements dans des chambres de tirage, des choses comme ça, les autres concessionnaires ou les autres entreprises ou les autres collectivités vont devoir auront des marchés en tout cas qui seront avec un impact financier plus important puisqu'ils seront concernés par la amiante. Et tous les déchets, tous les gravats qui vont être excavés seront des déchets. Donc c'est vraiment une mauvaise idée. Alors actuellement, il existe d'autres techniques qui sont assez robustes pour le coup, éprouvées et robustes. Donc le chemisage soit par UV, soit par éversion. Donc par éversion, en fait, on va pousser une gaine dans une ancienne canalisation. L'ancienne canalisation va servir un peu de guide et va participer à la rigidité de l'ensemble. Et là, on va soit par pression d'eau, soit par pression d'air, on va faire entrer une nouvelle canalisation qu'on va gonfler et qu'on va faire polymériser soit eau chaude, soit vapeur. Ensuite, on a le chemisage par UV, c'est à peu près la même technique, sauf que là, au lieu de pousser, on va tirer une gaine textile avec un câble, et puis qu'on va gonfler à l'air, et puis après, on va faire passer un train de lampe UV qui va faire polymériser, prendre la résistance. Alors, bon, l'animation là, pour arrêter. Ces deux techniques, en fait, sur certaines phases, sont hors champ, mais par contre, il y a un certain nombre de phases qui relèvent de la SS4. Donc, ça veut dire que les entreprises qui vous proposent ça ont du personnel formé et ont forcément des modes opératoires, soit qui ont déjà mis en œuvre, soit des modes opératoires évalués lors de cette intervention-là. Ensuite, dans les deux techniques, pour faire les piquages, généralement, on utilise des robots de fraisage, classiquement. Et là, pour le coup, la phase de robot de fraisage n'est pas soumise à la réglementation, enfin, est hors champ. En revanche, l'entretien et puis le retrait du robot, là, d'un coup, relève de la SS4. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai suscité un peu d'intérêt de votre part.